Jonas Belaïch, bonjour à vous. Bonjour, merci de m'avoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de l'appel national pour la Tzedaka. Jonas Belaïch, vous êtes délégué général du FSJU, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et vous dirigez le CASIL, l'équivalent du CASIP à Lyon. Commençons, Jonas, par un tableau un peu général. Quelles sont les caractéristiques de la situation sociale de la communauté juive de la région ? La communauté juive de la région, on considère aujourd'hui qu'il y a entre 15 et 25 000 juifs en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça dépend sur la police ou les manifestants qui vous demandez. Et on a aujourd'hui... Qui réside plutôt dans quelle grande ville ? On a 80% à Lyon, oui. Avec Villeurbanne, c'est collé, on les considère en 1. Après, on a Grenoble, 1500 juifs à peu près, Aix-les-Bains, avec le double. Et après, ça reste quelques centaines encore à Saint-Étienne, à Dijon, etc. Mais les plus gros sont donc le Lyon, Grenoble et Aix-les-Bains avec les Yeshiva et toutes les familles assez pratiquantes qui vivent autour. Est-ce qu'il y a des dynamiques de mouvements internes, je ne sais pas, de Saint-Étienne vers Lyon ou de Grenoble vers... on est toujours intéressé par cette géographie juive. Des gens qui bougent, bien sûr. Il y a encore 10 ans, il y avait des villes comme Roanne qui étaient avec plusieurs milliers de juifs, Saint-Étienne plusieurs milliers de juifs. Aujourd'hui, plus du tout. On considère à peu près qu'il y a un quart qui vient dans la capitale régionale qui est Lyon. Il y a la moitié qui quitte pour Paris. Ouais. Et un quart qui part entre Israël, Miami, Los Angeles. Les population autres plutôt jeune et plutôt retraitée, comme on peut le voir en Île-de-France. On a un bon mix. On a vraiment encore un peu de tout parce qu'il y a encore des écoles juives à Lyon, parce qu'il y a encore de très bonnes facs à Lyon et des écoles de commerce, etc. Donc, on a encore de la jeunesse qui est ici. Mais c'est vrai que plus ils sont jeunes, plus ils décident de quitter Lyon pour d'autres cieux. Qu'est-ce que ça donne sur le plan social, socio-économique ? On a une paupérisation vraiment de la population qui vit ici. Parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu ce travail social qu'on aurait pu espérer, comme il y a dans d'autres grandes villes, comme à Paris par exemple. Il n'y avait pas de mastodonte social qui a pu quand même proposer des programmes pour les sortir. Donc on a une bonne partie qui continue à bien vivre, et toute la partie plus pratiquante, plus orthodoxe, avec une partie en yeshiva et en kollel, etc., qui décroche un peu peut-être de la moyenne nationale sur le niveau de pauvreté, etc. Alors c'est pour répondre à ces défis que vous avez créés avec votre équipe il y a 2 ans, une épicerie solidaire cachère. Comment fonctionne-t-elle et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors on y trouve après tout ce qu'on aurait trouvé, vous et moi, dans une épicerie cachère, à la seule différence que les prix ici sont entre 10 et 30% du prix réel que les gens pourraient avoir dans une épicerie classique. Elle fonctionne uniquement sur rendez-vous. Il faut d'abord passer par l'assistante sociale qui va faire une évaluation de la situation et qui va déterminer le montant auquel vous avez le droit, le nombre de passages que vous pouvez faire en fonction du nombre de personnes dans la famille, mais aussi en fonction du niveau vraiment de précarité de la famille. Oui. Et une fois que le rendez-vous est pris, elles ont accès, par exemple, pendant 6 mois. Elles viennent une fois par semaine remplir leur caddie. Ce qui est très fort pour nous, c'est qu'elles participent, elles achètent leurs denrées. Donc vraiment, nous, on a appliqué le principe que donne Maïmonide dans la Torah à propos des niveaux différents de tzedaka, de justice sociale, étant donné que le plus digne est celui où les gens participent eux-mêmes au processus de vraiment de cette sortie de crise. Eux-mêmes ont la dignité de choisir ce qu'ils veulent mettre dans leur caddie. Et vu que c'est eux qui donnent de l'argent, ils ont plus l'impression de profiter d'un bon plan, plutôt que d'avoir juste une main tendue quand c'est fait. Comment vous avez réussi cette prouesse d'obtenir, proposer des tarifs très avantageux pour les produits de consommation ? Alors c'est un boulot c'est un boulot à part, vraiment logisticien, de négociation avec les fournisseurs. Au début, on bossait qu'avec les revendeurs présents qu'on a partout dans toutes les villes juives de France. Et puis ces mêmes revendeurs nous ont donné l'adresse de leurs fournisseurs pour qu'on puisse travailler avec eux en direct. Donc on arrive à négocier des prix qui sont 15 à 20% moins chers que ce qu'on pourrait acheter si on achetait demain chez le dernier maillon de la chaîne, chez Hypercacher ou autre. Il y a 10 à 30% qui sont payés par les bénéficiaires. Et le reste, c'est uniquement de la tzedaka, de la collecte d'argent de fonds privés, de gens comme vous et moi qui vont faire leurs dons à la campagne nationale de la tzedaka en ce moment, par exemple, autopromo gratuite. Mais c'est le moment, voilà. Et c'est le lieu. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça qu'on la finance. Et on a parfois, et ça c'est extraordinaire aussi, et je les remercie, des gens qui même des fois possèdent des supermarchés et qui nous font des dons en nature de manière assez forte. Jonas Belaïch, combien de personnes sont touchées par ce programme en particulier ? Alors, ce programme, cette année, sur les derniers mois, depuis septembre, il a aidé 207 familles tous les mois. Ce qui fait à peu près plus de 850 personnes.
parce que sa famille est composée différemment. Mhm. Mais on sait que idéalement, on devrait avoir le double de personnes. On sait qu'il y a encore 200 familles au moins dans la communauté qui sont dans le besoin. Et pourquoi vous ne les Donc, touchez pas encore? Elles ne sont pas suffisamment informées, elles sont alors gênées non, pour peut-être? l'instant, c'est surtout une question de fond. De Il fond, faut d'accord. pouvoir les tous aider. Si on veut les aider vraiment de manière forte, c'est-à-dire que vraiment, le but qu'on a au CASIL ou au Fonds social, c'est de développer un parcours d'assistance. C'est pas juste un coup de pouce comme ça, ponctuel, ou qui devient habituel toutes les semaines où on a un panier. C'est vraiment de travailler avec les usagers sur un projet qui va améliorer leurs conditions de vie. S'ils sont assez jeunes et assez partants, ça peut être des formations qu'on les aide à trouver. C'est d'abord s'assurer qu'ils reçoivent toutes les aides que l'État met à leur disposition, Mmh. ou la région ou le département. On a un pays extraordinaire pour ça. Une bonne partie du boulot de l'assistante sociale professionnelle qu'on a, c'est de débloquer toutes les aides françaises auxquelles ils ont droit. Et donc après tout ça, c'est vraiment essayer de sortir les gens de ce moment-là. Donc dès que quelqu'un sort, on en fait rentrer un nouveau. Mais effectivement, on n'a pas encore tous les fonds pour pouvoir aider l'entièreté des personnes qui en auraient besoin ici sur Lyon ou la région, parce qu'on travaille aussi sur... Pareil, on a un même programme sur Grenoble. Alors, c'est pas une épicerie à proprement parler. On aide les gens directement de là-bas avec des bons alimentaires. Mmh. Pareil pour Aix-les-Bains, où on envoie aussi pareil des bons alimentaires pour qu'ils puissent se fournir à la Macolette locale. Quel est le profil sociologique de ces bénéficiaires? Ce sont plutôt des familles nombreuses, des femmes isolées, des personnes dont la retraite ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins premiers? On a beaucoup de femmes isolées. On a beaucoup de femmes mamans célibataires, Mmh. ou même de parents célibataires, même si la majorité sont des femmes. C'est vraiment la typologie numéro 1. Et en deuxième, on a effectivement des Et ça, c'est personnes qui nouveau, vont... Jonas Belaïch? C'est nouveau? Ça a explosé. C'est marrant parce qu'on suit toutes les évolutions de la société classique, nationale, française. C'est-à-dire que le nombre de familles explosées, monoparentales, a effectivement été multiplié par 2, 3. Là, moi, ça fait 3 ans que je suis cette métrique depuis, très, très rigoureusement. Ça a été multiplié par 2 ou 3. Le nombre de familles qu'on suit, qui se retrouvent avec qu'un seul parent. La plupart du temps, les deux parents sont en vie. Je ne parle pas de gens qui, malheureusement, seraient orphelins ou quoi que ce soit, mais plutôt des problèmes sociaux intrafamiliaux. Ça a fortement explosé avec des cas particuliers de femmes qui officiellement ont divorcé depuis plusieurs années mais sont bloquées par un guet lent ou ce genre de famille-là, bien sûr. Non, mais ça, c'est la typologie numéro 1. Et on a aussi, c'est vrai, pas mal de gens qui sont en pré-retraite ou retraite. Ça veut dire qu'ils sont à la fin de leur job, ils n'ont pas pu non plus cotiser toute leur vie, donc ils savent qu'ils ont une très petite retraite qui les attend. Le coût de la vie augmente et d'un mois à l'autre, ils se retrouvent dans le rouge à plus pouvoir acheter comme ils le souhaitaient les denrées dont ils avaient besoin ou subvenir à leurs besoins pour la semaine qui vient. Alors, vous avez également créé ces dernières années une maison de la famille, notamment pour les femmes victimes de violences. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des relais qui vous permettent d'identifier des personnes qui seraient dans une urgence absolue et qui auraient besoin de se poser quelque temps? Alors, le problème qu'on a dans la communauté en général, c'est que dès qu'on parle d'assistante sociale, ça fait très peur aux familles. La première image qui nous vient en tête quand on parle d'assistante sociale à une famille, c'est ils vont placer mes enfants. Donc on a beaucoup de familles, et même de femmes qui sont victimes de violences de leur mari, qui n'ont pas envie de venir voir une assistante sociale, même si elle est juive, même si c'est une association juive, etc., de peur qu'une enquête sociale qui en découlerait les priverait de leurs enfants ou les ferait placer dans des familles non juives ou encore plus dures, des foyers d'accueil qu'on peut avoir ici. Donc pour les identifier aujourd'hui, on travaille beaucoup, c'est vrai aussi, avec quelques rabbinim. C'est un sujet assez tabou encore chez nous, les familles victimes de violences, malheureusement. On voit que les gens bougent que lorsqu'effectivement les violences sont avérées, répétées, très visibles, ce qui malheureusement représente que 10 à 15% des cas. Il y a plein de violences qui se voient pas sur le visage ou sur les mains, et il y a plein de femmes qui ne vont pas en parler. On n'a pas encore eu de mari victime de violence, même si ça existe en France. Mais donc, avec quelques rabbinim courageux, quand ils rencontrent ces femmes-là, elles sont aiguillées vers nous. On a aussi beaucoup bossé avec toutes les personnes qui s'occupent des bains rituels, les responsables des mikvés. Les mikvés, ouais. Les bahalanites qui sont là et qui, elles, justement, ont un moment d'intimité avec les femmes. Plus nu que ça, c'est pas possible. Donc, et pour le coup, elles se confient aussi pas mal à ces bahalanites qui, parfois, soit nous remontent des cas, mais c'est assez rare, ou en tout cas, préviennent les femmes que si elles ont besoin, nous, on peut être là avec à leur disposition un appartement justement pour se poser, comme vous le disiez, réfléchir. Vraiment et un accompagnement psychologique également? Exactement.
on a des psys en freelance qu'on paye à la vacation, qui vont faire ce début de soins. Elles vont pas faire une psychothérapie à long terme avec nos usagers, mais vraiment le but c'est d'évacuer déjà le trauma, de devoir quitter son foyer, de prendre ses enfants sous le bras, de reconnaître qu'elles sont victimes de violences. Il y a tout ce travail-là à faire. Donc ces femmes ne sont pas séparées de leurs enfants lorsqu'elles elles rejoignent non, pas du tout. Cette maison de la famille. Non, elles ont toujours peur. C'est vrai que quand elles vont quitter le domaine familial, de devoir laisser les enfants, ce qui n'est pas du tout une obligation. Elles peuvent partir avec les enfants. Enfin, attention, parce qu'effectivement, si elles partent vraiment loin ou sans donner de nouvelles, le conjoint peut très bien les attaquer pour kidnapping ou ce genre de choses. Mais en tout cas, en cas de violence avérée, elles peuvent le faire, se mettre à l'abri, porter plainte. Et nous, on les accompagne dans ce chemin-là. Elles portent pas toutes plainte. Et nous, c'est pas une obligation de les forcer à porter plainte. On respecte vraiment ce timing de la victime. C'est elle qui va décider ce qu'elle veut faire de sa situation. Et elles ont 2 types d'accompagnement à part l'assistante sociale et le logement, si elles en ont besoin. C'est donc la psychologue dont on parlait, et d'une juriste et avocate spécialisée en droit de la famille, pour mettre au calme toute la situation. Pour terminer, je voudrais que vous nous parliez des jeunes de la région. Comment est-ce que vous les mobilisez ? Ça a été un peu long, parce que pendant des années aussi, pareil, les mouvements de jeunesse ici étaient un peu en jachère. Voilà, il y avait beaucoup d'activités dans les synagogues, mais très peu en dehors. Ça veut dire que si vous n'étiez pas sur le WhatsApp ou l'Insta de la SINA de votre quartier, vous n'aviez pas accès à ce genre d'événements, de soirées, etc. Et il y a beaucoup de jeunes et d'ados qui ne fréquentent pas régulièrement la synagogue ? Oui, il y en a une bonne partie. Il y a une bonne partie qui sont en école non juive et qui vont avoir comme seul lien un Talmud Torah le dimanche matin, au mieux. Donc pas forcément à 13 ans, la majorité arrête le Talmud Torah. Dès qu'ils ont passé la bar mitzvah, ils quittent le Talmud Torah. Donc quand ils sont ados 1 ou 2 ans plus tard, ils sont plus en lien avec ces synagogues, etc. pour vraiment avoir du lien social et faire d'autres choses. Donc on a aidé des mouvements à se relancer, comme le DEJ, les EI. Ici, des parents se sont mobilisés pour en recréer un qui s'appelle JJL, Jeunesse Juive Lyonnaise. Ouais, pour les marketing, c'était facile. Et on les a vraiment aidés à se développer, créer des activités et tenter dans chaque activité de mettre un peu d'engagement, un peu d'identité. Voilà, c'est que quand ils vont faire une activité, même fun, d'aller faire un karting ou n'importe quoi, il y a un moment intéressant, soit sur l'identité, soit sur l'actualité, soit sur leur montrer l'engagement. Et puis après, c'est un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire qu'on chope 1 ou 2 qui veulent bien venir nous accompagner pour déposer une Hanoukia, ils passent un moment avec des beignets vers des personnes isolées, qui va amener 2-3 copains la première année. Et là, cette année, on en est à une trentaine de jeunes qui, à chaque fête, vont chez des personnes isolées pour leur rendre visite. Ouais. Et maintenant, ils y prennent goût. Donc ça, c'est super sympa. Et aussi, participent aussi beaucoup en tant que bénévoles à l'épicerie solidaire pour achalander, remettre dans les rayons, etc. Donc, c'est comme ça, c'est avec ce partenariat, on va y arriver, partenariat que ça marche. Merci beaucoup, Jonas Belaïch, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes délégué général du FSJU de la région Auvergne-Rhône-Alpes, directeur également du CASIL. Nous vous recevions à l'occasion de l'appel national pour la Tzedaka, dont vos actions bénéficient. Je rappelle le site tzedaka, tsedak.fsju.org. Bon après-midi, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.